notre objectif à nous, à ProSciences, n'est certes pas de refaire un examen de baccalauréat et de demander aux élèves de repasser devant un jury qui les a déjà jugés. On n'est pas là pour faire passer un deuxième baccalauréat. On a voulu s'inscrire dans un concours de communication scientifique. Alors pourquoi ce type de concours? Il y a quelques années déjà, Raymond l'a rappelé tout à l'heure, ça fait plus de 12 ans qu'on organise des concours dans les lycées, concours de biologie, concours scientifiques. Et j'avais eu l'occasion il y a quelques années d'aller à une journée porte ouverte au lycée à Poteau. Et au cours de cette journée, il y avait des jeunes de première S qui exposaient leur TPE. Et en discutant avec eux, ils nous disaient, mais c'est dommage parce qu'on a préparé ça pendant plusieurs mois, on les a présentés au bac, ça a duré 10 minutes, et après on met tout à la poubelle. Et puis nos parents, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, alors ils verront jamais ce qu'on a fait. Donc je me disais effectivement c'est dommage, mais que faire? Puis je ne savais pas quoi faire. Et puis en début d'année scolaire, Christian Richit, qui est professeur de physique au lycée Paul Gauguin, et également membre de notre association, me disait mais pourquoi on ne trouverait pas un moyen de mettre en valeur justement ces TPE? L'idée a germé, elle s'est concrétisée et nous sommes aujourd'hui tous réunis. Et vraiment, ça me fait plaisir de voir que les élèves que nous avons retenus vont pouvoir présenter le fruit de leur travail devant une salle comble. Donc encore une fois, merci à vous pour votre présence, pour votre accompagnement. 5 équipes vont nous présenter leurs travaux. Alors moi je reconnais des têtes parce que j'ai vu des têtes à la télé déjà. Il s'agit bien d'un concours de communication scientifique. L'originalité est qu'on se disait, mais comment juger ces... Il y a plusieurs lycées, évidemment, en Polynésie. On ne pouvait pas avoir trop de travaux pratiques encadrés, de travaux personnels encadrés, à juger. On a donc demandé aux professeurs dans les lycées de faire un premier filtre. Sur les 28 équipes qui s'étaient portées candidates pour participer à notre concours, nous avons reçu 12 dossiers, sachant que nous ne pouvions en primer que 3, n'en retenir que 3. Charge à nous de sélectionner 3 équipes. Alors, un moyen qui pouvait nous permettre de les sélectionner était de leur demander, ce qu'on a fait, de nous fabriquer une petite bande-annonce. On se disait, avec leur téléphone portable, ils vont réussir à nous faire des images. Une seule consigne, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils pouvaient faire. Donnez-nous envie de vous revoir. Donnez-nous envie de vous voir exposer votre travail à l'oral. Viens, regarde. Une victime des travaux. Et on a reçu 12 dossiers et 12 bandes annonces d'une très très grande qualité. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vu déjà ces présentations sous forme filmée, parce que nous les avons publiées sur notre site internet, le site de l'association ProSciences. Toujours est-il qu'on a eu beaucoup de mal à départager et on n'a pas été capable de choisir 3 équipes. Et ce soir, cet après-midi, vous en verrez 5. Mais je dois dire que l'équipe qui est arrivée 6e, l'équipe qui est arrivée 7e, on aurait bien aimé les voir aussi, parce qu'elles n'ont pas démérité. Ça y est, tu es prêt? Je vais laisser 4 minutes. Pour la finale du concours, bien sûr. Ça, tu sais, j'ai très hâte d'y être. Hein. Ah, mais tant mieux. Et par contre, j'espère que tu ne vas pas perdre contre toutes ces filles. Hein. Comment comptes-tu te présenter? C'est gentil pour l'encouragement. Pour me présenter, je sais pas. J'hésite encore avec une chemise et une cravate ou juste une chemise. Mais non, ton introduction. Ah, attends, je te fais une petite démonstration. Mesdames, messieurs les membres du jury, Yorano. Je m'appelle Jérémy Mouchinlang et je suis élève au lycée-collège Pont-Marécal. C'est un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui afin de vous présenter mon sujet TPE, le bâtiment parasismique. Pourquoi ce sujet? Eh bien, avec mon camarade qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui, nous avons remarqué que lors des séismes, c'est l'effondrement des bâtiments qui est l'origine principale de la majorité des victimes.
Nous nous sommes donc logiquement intéressés au principe parasismique, puisque le génie parasismique permet de protéger les populations des séismes. Ah, c'est pas mal. Tu pourrais aussi évoquer les événements du Népal. C'est triste ce qui s'y est passé. Et de plus, c'est un fait d'actualité qui se rapporte à ton thème. Sinon, t'as prévu quoi pour la suite? C'est vrai que le Népal, ce qui s'y est passé est terrible et il faudrait que tout le monde apporte son soutien au Népal et aux Népalais. Concernant la suite, j'ai prévu de leur exposer notre démarche de cette année. Tout d'abord, leur expliquer ce qu'est qu'un séisme. Alors, pour faire simple, un séisme est une vibration du sol liée à la rupture de roches en profondeur. Ce phénomène se produit un peu partout sur la planète. Néanmoins, on remarque qu'ils sont beaucoup plus fréquents aux limites de plaques lithosphériques. Qu'est-ce qui se passe? Lors de la rupture de roche, des ondes sont émises au niveau du foyer. Et ce sont ces ondes, transportant une énergie, qui vont faire osciller le bâtiment. Attends, laisse-moi te montrer une vidéo. Tu vois ce bâtiment? C'est ce qui se passe lors d'un séisme. Bien évidemment, celui-ci n'est pas parasismique. C'est une technique qui repose sur le principe et sur une propriété du triangle. Cette propriété dit: dans un triangle, les trois côtés restent à la même distance, que ce soit en traction ou en compression. Tu vois cette structure? Elle représente le bâtiment. Lors du séisme, le bâtiment va réagir de cette manière. Ainsi, pour rigidifier la structure, on ajoute ce qu'on appelle des contreventements. Voilà. Maintenant, la structure est résistante aussi bien en compression qu'en traction. Tiens, tu peux même vérifier si tu veux. Bonjour à tous, je m'appelle Timeli Lishipzao et voici ma coéquipière Foualani Ateni. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on est arrivé une semaine en avance, mais c'est pas grave, nous voici. Nous venons du lycée Paul Gauguin et donc notre sujet de TPE porte sur les feuilles de papier imperméables. Ce sont des feuilles de papier qui ne se laissent pas traverser par l'eau, elles sont donc résistantes à l'eau. Justement, nous vivons sur une île entourée d'eau et nous n'avons pas de feuilles de papier imperméables, alors que dans les pays très développés, il y a une production industrielle de papier imperméable, avec les marques Toshiba ou Write in the Rain par exemple. Mais donc du coup, nous avons voulu relever le défi de rendre l'impossible possible en produisant des feuilles de papier imperméables alors que nous-mêmes n'en avions jamais vu auparavant, et tout ça avec des produits respectueux de la biodiversité. Donc nous allons vous montrer comment est-il possible d'imperméabiliser des feuilles de papier à la maison. Nous énoncerons le protocole expérimental en présentant petit à petit les produits nécessaires à la réalisation de notre imperméabilisant. Alors pour ce faire, nous avons décidé de créer un liquide imperméabilisant à l'aide du protocole expérimental ou de la recette suivante. Pour cela, nous avons besoin de 30 g de cire d'abeille, 100 g de cire d'abeille, 30 g de savon de Marseille, 1,5 litre d'eau et 170 g d'alun de potassium facilement trouvable en pharmacie et pas cher. Par contre, ce n'est pas l'alun de potassium que vous connaissez tous et qu'on le trouve dans les déodorants. Alors justement, l'alun de potassium est un sel minéral d'origine naturelle. Il est composé de sulfate d'aluminium et de sulfate de potassium. Il a une température de fusion de 92 degrés Celsius. Il a énormément de propriétés, mais on ne s'intéressera qu'à une seule. Il est hydrophile, c'est-à-dire qu'il est composé de molécules polaires. Il aime tout simplement l'eau et se mélange donc facilement avec. Et oui, Madame Surface va leur dire: eh oh, mes petites molécules, il n'y a plus de place là, je suis saturée. Donc, les queues qui n'aiment pas l'eau vont devoir se concentrer, se rejoindre, se regrouper entre elles
pour justement expulser l'eau et que l'eau soit attirée par les têtes hydrophiles. Donc il va y avoir de l'air à l'intérieur et cela forme une micelle. Et la micelle, comme n'importe quel autre bulbe d'air, elle va remonter à la surface. Sauf qu'en surface, eh bien, il y a les autres molécules de tensioactifs qui, elles, ont eu de la chance car elles ont eu de la place. Donc en remontant, la micelle va entraîner avec elle ces molécules, c'est-à-dire qu'elles vont s'enrouler tout autour de la bulle comme cela. Et ça va former la bulle, car la bulle, elle sera entièrement formée lorsque sa structure membranaire sera composée d'une fine couche de savon, d'une pellicule d'eau et d'une autre fine couche de savon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence Première Science et bienvenue au lycée de Papara. Aujourd'hui, nous accueillons nos deux spécialistes, le docteur Mukam Sehiano, docteur en pharmacologie, et le docteur en toxicologie, Gary Gmiri. Nous aborderons le thème de la santé et du bien-être à travers la noix de muscade. Il est évident que cette épice, habituellement utilisée en cuisine, sera abordée sous un tout nouvel angle aujourd'hui. Nos invités du premier rang peuvent d'ailleurs déguster des petits biscuits à la noix de muscade préparés par notre équipe. Aujourd'hui, nous aborderons le fait que la noix de muscade soit appelée localement la drogue du pauvre, mais qu'il s'agisse aussi bien plus qu'une simple drogue. Puis, nous vous partagerons le témoignage d'une ancienne brûlée. Tout d'abord, il faut savoir que la noix de muscade est l'amande d'un fruit jaune semblable à l'abricot. Elle est issue d'un très grand arbre pouvant atteindre les 20 mètres, que l'on retrouvait à l'origine dans l'océan Pacifique, dans l'archipel des Moluques et plus précisément sur l'île Banda. Mais, Dr Gary, quelles sont les substances actives de la noix de muscade? Eh bien, les substances actives de la noix de muscade sont la triméristine et la myricine. On peut remarquer que ces substances sont complémentaires puisque la triméricine est l'ester de la myricine. Mais vous me demanderez sûrement, mais qu'est-ce qu'un ester? Eh bien, c'est très simple. C'est le résultat d'une réaction entre un acide et un alcool. De plus, nous pouvons constater que la noix de muscade est souvent cousine avec certaines drogues, comme par exemple les champignons hallucinogènes, puisqu'elles partagent les mêmes hallucinations ainsi que les mêmes effets secondaires, tels que des tachycardies, des vomissements, des déshydratations intenses, ainsi que la mort. Sur notre plus joyeuse, mon équipe et moi-même avons réalisé l'extraction de la triméristine. Pour ce faire, nous avons mis de la noix de muscade râpée dans du dichlorométhane, puis nous avons fait un chauffage. Après ce chauffage, nous avons pris le résultat que nous avons filtré sous Bechner afin d'isoler la triméristine. Puis, nous avons pris le résidu, auquel nous avons ajouté du propanol, de l'acétone si vous préférez. Cela nous permettait de purifier notre produit. Puis, nous avons pris le tout que nous avons mélangé dans un bain d'eau et de glace. Et enfin, nous avons filtré le tout sous Bechner encore une fois pour obtenir ces fameux cristaux de triméristine. Il faut savoir que la noix de muscade n'est pas qu'une drogue. Donc, docteur Mukamsi, dans quels autres domaines pouvons-nous la retrouver? Eh bien, nous retrouvons la noix de muscade dans le domaine de la pharmacologie et beaucoup plus sous forme d'huile essentielle. En effet, l'huile essentielle de noix de muscade possède de nombreuses vertus, liées notamment à sa composition. Composée essentiellement d'hydrocarbures, nous retrouvons la myricine à 13%. Et afin de prouver que cette noix possède de nombreuses vertus, mon équipe et moi-même avons réalisé une hydrodistillation. Mais qu'est-ce qu'une hydrodistillation? Hydrose vient du grec qui signifie eau, et stia vient du latin qui signifie goutte à goutte. Afin d'illustrer mes propos, je vous présente ici le montage d'une hydrodistillation. Il s'agit alors dans un premier temps de porter à ébullition un mélange d'eau et de noix de muscade râpée. Nous récupérons alors le distillat qui est composé d'huile essentielle mais également d'eau. Afin de séparer ces deux liquides et d'obtenir uniquement de cette huile essentielle, il faut procéder à une décantation. Il faut laisser alors décanter pendant plus d'une semaine après avoir agité énergiquement. Nous récupérons alors de l'huile essentielle pure de noix de muscade. En tant que drogue, docteur Gary, dans quel
Qui sont les principaux utilisateurs de la noix de muscade? Eh bien, les principaux utilisateurs de cette noix de muscade sont les adolescents, puisque le plus souvent ils sont en quête de sensations fortes ou ils n'ont aucun soutien de leur famille. De plus, ils ont déjà beaucoup de drogue à leur actif, ce qui fait qu'ils en veulent toujours plus. Nous pouvons aussi remarquer que la noix de muscade a un très bon rapport quantité-prix, ce qui fait que les jeunes peuvent s'en procurer vraiment très facilement. De plus, nous pouvons remarquer que les prisonniers aussi utilisent cette drogue, car en prison, ils n'ont plus accès à leur drogue habituelle, donc ils l'utilisent en tant que remplacement. Tout au long de cette conférence, nos deux spécialistes ont évoqué les bienfaits comme les méfaits de la muscade. Il est important de savoir qu'elle agit principalement au niveau du circuit de la récompense. Ce circuit est engagé lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons ou que nous nous reproduisons. Pour comprendre ce fonctionnement, il faut comprendre le fonctionnement général du cerveau, c'est-à-dire des synapses. La synapse, c'est l'échange d'informations entre neurones sous forme de flux chimiques. Ces différents flux chimiques transitent d'un neurone à un autre grâce à un flux électrique. Lorsque nous consommons une drogue quelconque, ce flux électrique augmente. C'est pourquoi, pour retrouver une activité normale, les neurones vont alors condamner certains récepteurs. Lorsque nous consommons de la noix de muscade, la molécule engagée, la triméristine, a deux choix. Soit prendre la place d'un neurone récepteur et ainsi perturber le fonctionnement du cerveau, ou alors elle peut également imiter son fonctionnement dans le même dessin. Docteur Moukhamsi, nous savons que la noix de muscade est utilisée en pharmacologie, mais quelles sont ses différentes vertus? Et bien comme précédemment cité, l'huile essentielle de la muscade possède de nombreuses vertus. Elle permet dans un premier temps de lutter contre les douleurs gastriques, telles que les flatulences, les diarrhées chroniques, mais également elle a des propriétés contre les douleurs musculaires, elle permet de soulager les rhumatismes, les arthroses, et pour finir, elle permet de lutter contre les problèmes respiratoires. Et afin d'illustrer mes propos, je vous présente deux médicaments. Nous avons dans un premier temps la Nux mochata, qui est utilisée en homéopathie sur des sujets ayant des problèmes liés au psychisme, sur des personnes qui, par exemple, passent des rires aux pleurs. Nous avons pour finir Activox, qui est une pommade avisée décongestionnante. Elle ne contient que 0,27 g d'huile essentielle de noix de muscade, car il est important de savoir que puisque l'huile essentielle est extrêmement concentrée, il ne faut pas en abuser pour ne pas avoir d'effets secondaires contraires à ceux que l'on souhaite. Et pour finir, l'huile essentielle de noix de muscade n'est pas à utiliser sur des femmes enceintes et allaitantes et sur des enfants de moins de 6 ans. Pour maintenant appuyer notre propos, nous allons vous partager le témoignage d'une ancienne droguée à la noix de muscade, Michel. Au début, j'ai pris cette drogue pour essayer avec mes amis, et franchement c'était dégueulasse. Mais au fil du temps, pendant nos tri, on en prenait tout le temps, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter du bloc. J'en ai consommé jusqu'à 30 grammes, parce qu'après un moment, à force d'en prendre, je ressentais plus assez les effets. Donc j'en ai pris toujours plus. J'ai fini par faire une overdose en cherchant de juste ça. D'abord, on prenait la muscade à la cuillère, mais le goût était trop désagréable. Après, on en a mis dans nos cafés ou nos chocolats, ça passait quand même un peu mieux. On a fini par mettre de la poudre dans des capsules et pilules vides pour les avaler. C'était vraiment super parce qu'on ne sentait plus aucun goût. Au bout d'un moment, j'ai eu des problèmes avec ma famille et mes amis, et j'ai fini par en prendre toute seule. Quand j'avais des hallucinations, j'avais l'impression que mes jambes étaient collées comme celles des sirènes. Ma tête englobait la totalité de mon corps et flottait dans les airs. Et j'avais l'impression de ne plus avoir de l'air. Il y avait même une fois où j'avais l'impression d'avoir un sexe à la place de la bouche et d'être en état d'élévation. C'était une des fois où j'ai pris la plus grande dose. Franchement, j'aimerais lancer un message à toutes les personnes dans la même situation que moi. Je n'étais pas dépendante, mais avec tous les problèmes que j'ai eus, c'était mon seul échappatoire. Quand j'ai fait mon overdose, ma famille était vraiment préoccupée. Elle ne s'était pas rendue compte que ma vie était un jeu comme ça. Je suis prête à changer maintenant, parce que j'ai enfin réalisé que la drogue, quelle qu'elle soit, n'était pas une alternative. Qu'elle peut aider à oublier ses problèmes pendant un moment, alors qu'en réalité, elle ne fait que s'ajouter à la liste. Mesdames et messieurs, nous tenons d'abord à vous préciser que le témoignage que vous venez d'apercevoir est tiré de faits réels. De plus, maintenant que vous savez que la noix de muscade est une épice utilisée en cuisine, mais peut également être une drogue létale, nous vous posons la question. Pensez-vous qu'il serait nécessaire de réglementer la commercialisation de cette noix? Vous pouvez
d'ailleurs retrouver nos différents dossiers sur les champignons hallucinogènes ou encore l'extraction complète de la triméristine dans notre dossier Première Science.